On dit bonsoir au début des conférences. Cette fois-ci, c'est bonjour. Merci aux organisateurs pour ce très chouette cadre dont je suis très heureux de pouvoir être invité aujourd'hui. Voilà, alors on m'a dit que j'avais 20 minutes pour parler, donc je vais essayer de balancer quelques éléments qui pourront peut-être ouvrir une discussion. On a combien de temps après pour discuter 20 minutes, 20 minutes. 20 minutes, Ok. D'accord. Bon, alors je vais quand même redire deux mots au niveau de ce qu'est Urbagora, même si on a déjà entendu parler. Urbagora, c'est une association qui a été créée en 2008, qui est née en fait dans la foulée du combat pour le tram, le retour du tram à Liège, dont on a été un des porteurs, en opposition aussi à un projet d'autoroute. Donc on a lancé une pétition qui s'appelait Oui au tram, non à l'autoroute. C'est vraiment l'acte fondateur de l'association. Depuis lors, Urbagora est devenue une association assez généraliste sur les enjeux d'urbanisme et même plus largement de réflexion sur la ville. On s'est impliqué dans des enjeux locaux, notamment dans le quartier Lima, à Coromeuse, à Outremeuse. On a fait tout un travail d'analyse sur les enjeux urbains et petit à petit l'association a évolué pour devenir aujourd'hui, je dirais, une boîte à outils qui est au service d'une conception de la ville un peu différente de celle qui prévaut, à notre avis, dans les sphères du pouvoir, dans les sphères de décision. L'enjeu mobilisateur d'Urbagora, à la base, c'est d'abord de prendre conscience du fait que les enjeux territoriaux ont une profonde influence sur notre vie, sur notre façon d'exister. La façon dont la ville se fabrique est un enjeu qui va profondément définir les possibilités qui nous sont offertes d'interagir socialement, d'habiter, de déplacer, enfin de faire toute une série de choses qui sont absolument fondamentales dans la vie. Et ce constat se double d'un second qui est que cette question de la ville, de la production urbaine, en fait est très largement accaparée par une production experte. Et notre question fondamentale, c'est peut-être qu'est-ce que ça veut dire un débat démocratique sur la ville. Et c'est une question pas facile qui est loin de... c'est pas une porte ouverte à enfoncer parce que la production urbaine est effectivement un domaine qui mobilise des expertises très nombreuses. Fabriquer une rue, fabriquer une place, concevoir un quartier, faire évoluer, se transformer une ville, c'est quelque chose qui... c'est un processus extrêmement complexe dans lequel les savoirs experts sont tout à fait centraux. Et qu'est-ce que ça veut dire influencer ce processus? Qu'est-ce que ça veut dire le faire s'orienter autrement? Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce processus n'est pas totalement autonome et hors de prise, y compris des experts qui prétendent l'organiser? Est-ce qu'il n'y a pas juste une dynamique propre de la production urbaine qui fait qu'à un moment, voilà, il y a des villes qui naissent, qui grandissent, qui explosent, juste par la force des millions d'actes quotidiens qui se juxtaposent les uns aux autres? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire une politique de la ville? Terme usité s'il en est, mais mal défini et souvent très mal utilisé. Par exemple, en Wallonie, aujourd'hui, la politique de la ville, ça consiste à subventionner des actions tout à fait basiques en termes de services publics que les grandes villes ne savent plus assumer. Donc, on définit sous le mot politique de la ville, politique fédérale des grandes villes qui vient d'être régionalisée. En gros, par exemple, à Serein, les balayeurs de rue sont payés par la politique de la ville. Est-ce que c'est ça la politique de la ville? En France, la politique de la ville, ça va plutôt être une politique d'intervention dans les quartiers, où on va mobiliser de l'argent pour faire des opérations très ciblées de transformation de quartiers, notamment de barres de logement des années 50-60. Voilà, donc Urbagora, pour en revenir à l'association, se définit aujourd'hui comme une boîte à outils assez polyvalente, assez hybride aussi dans ses formes d'action. On est à la fois en soutien des collectifs qui se mobilisent sur des enjeux qui nous semblent intéressants, on est dans le pur travail d'analyse et de réflexion, voire même parfois de recherche, et on mobilise parfois certains outils qui sont habituellement hors de portée d'un collectif, c'est un peu gênant d'avoir ma photo, qui sont habituellement hors de portée d'un petit collectif comme le nôtre. Pour vous donner une idée de la taille d'Urbagora, c'est à peu près une centaine de membres actifs aujourd'hui, 3 salariés,
un budget de 110 000 € par an, à peu près, principalement financé par le ministère de la Culture et par l'éducation permanente. Je disais un outil polyvalent, une boîte à outils, dans le sens aussi où, par exemple, on a pu participer à des concours d'idées. On a notamment gagné le concours d'idées de l'aménagement de la place Cuborne à Serein. C'était un concours anonyme, ce qui explique peut-être cela, parce que peut-être que ça ne vous a pas échappé aussi, Urbain n'est pas nécessairement bien perçu par les pouvoirs, notamment communaux, qui estiment qu'on se mêle parfois des choses qui ne nous regardent pas. Voilà, mais venons-en au thème du jour, action. Alors j'ai un peu cogité sur ce thème, je me suis dit, je vais faire un développement un peu théorique là-dessus, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'action, et puis d'abord pourquoi est-ce qu'on m'a demandé à moi de venir parler d'action. Qu'est-ce que c'est l'action? Alors, on regarde un peu les définitions possibles du mot, déjà il y en a plusieurs dizaines. Je suis sûr que si on devait demander à chacun d'entre vous de définir là, brûle pour point, action, les définitions seraient nombreuses. Peut-être que certains parleraient de film d'action, peut-être que certains parleraient d'action de grâce, ou peut-être que certains parleraient de... Enfin, voilà, action, ça veut dire énormément de choses. Alors je m'en tiens à une définition, je dirais, philosophique du terme action, qui est un concept, à mon avis, composé de 3 éléments. L'action comme mouvement corporel délibéré. Je détaille. Mouvement. L'action consiste à chercher une transformation. L'action est inhérente, corrélative, absolument liée à l'idée de changement, de transformation. L'action, c'est une insatisfaction de l'état présent, semble-t-il. Corporel. L'action n'est pas juste située dans le monde linguistique ou cérébral. L'action suppose une incursion dans le monde, dans le champ extra-linguistique, comme disent les philosophes. Et délibérée, l'action suppose une volonté. Un mouvement réflexe n'est pas une action. Et donc, ces 3 dimensions, en fait, je me rends compte qu'on y correspond si bien que ça. Ou plus exactement, qu'on a commencé par ça. Et alors, cette notion de l'action me renvoie à un mot qui est activisme. Activisme, c'est un peu le point de départ. On commence par ça. On commence par se dire, comment dirais-je, il y a une aspiration, on est mobilisé par quelque chose, on n'est pas content, on trouve que le monde est profondément insatisfaisant, et on se dit, mais comment va-t-on agir? Comment va-t-on faire cette incursion dans le monde qui nous entoure et qui nous est si difficilement accessible alors qu'il est tout autour de nous? Et donc on tombe assez vite, assez facilement en fait dans l'activisme. L'activisme, ça consiste en quoi? Ça consiste à se remuer énormément, à faire énormément d'agitation en étant persuadé que de cette manière on va changer le monde. En fait, on se rend compte assez vite, ou un peu moins vite, que l'activisme est souvent peu productif, voire contre-productif. Et donc, cette réflexion sur l'action, me disais-je, nous mène à une réflexion sur une notion qui est l'efficacité. Penser l'action, c'est nécessairement penser la capacité d'effectivité d'un geste, de sortir de la pure velléité. Prétendre agir, se revendiquer de l'action, ça ne peut être que se revendiquer d'une action qui a une quelconque influence. Et alors là, je vous fais le cheminement rapidement parce que j'aurais bien pu parler une demi-heure là-dessus et probablement ça nous aurait tous endormis. Mais la conclusion à laquelle j'arrive sur cette réflexion sur l'action, c'est qu'en fait on s'en éloigne et qu'il y a un paradoxe de l'action. C'est-à-dire que plus on réfléchit à l'action, plus on en revient au champ cérébral. C'est-à-dire que l'effectivité que nous recherchons, en l'occurrence Urbagora est une association qui cherche à modifier la façon dont on produit la ville, comme je l'ai dit. Eh bien en fait on se rend compte que la façon la plus effective, peut-être pas efficace, mais effective, de transformer la ville, en fait, c'est d'agir sur le champ symbolique. C'est d'agir sur la représentation. Et nous parvenons parfois à obtenir des résultats en termes concrets, ça arrive. Par exemple, dans le quartier des Glumins, on s'est battu comme des chiens pour empêcher l'expropriation de plusieurs dizaines de logements. Parce qu'on pensait que c'était pas une bonne idée. Alors vous n'êtes peut-être pas tous d'accord avec ça, il y a l'histoire de planquer la travail, vous vous souvenez, le grand, la grande allée blanche, etc. Nous, ça nous semblait être l'antithèse absolue de la ville qu'on défend.
qui est une ville d'abord pensée pour ses habitants, d'abord une ville habitée et pas une ville représentée, une ville qui est vue du sol et pas vue d'hélicoptère. Ça c'est un bon truc pour situer la posture d'un architecte, pour regarder d'où il situe ses vues. Un architecte qui situe ses vues depuis le regard humain, en général aura une démarche différente d'un architecte qui situe ses vues depuis un hélicoptère. Parce que c'est parfois très beau les vues d'hélicoptère, mais en général on ne les voit pas. Enfin vous, moi en tout cas, il me semble que d'habitude l'architecture elle se vit à échelle humaine. Bref, j'en reviens donc à cette question des guillemets. On obtient, à force d'énormément d'activisme, on obtient un résultat. On a gagné, on a sauvé 60 maisons, on a orienté la production urbaine de façon un peu différente. Mais quelle est l'effectivité de ce combat? Est-ce que réellement c'est de cette manière-là qu'on est parvenu à transformer durablement et structurellement la production urbaine? C'est pas sûr du tout. Par contre, quand on parvient, et c'est beaucoup plus impalpable, et quand on parvient à avoir une influence de nature culturelle, c'est-à-dire quand on parvient à faire en sorte que les représentations qu'on véhicule soient partagées, et donc à les faire partager, et donc à entrer dans une dynamique avec les autres, les 599 000 autres habitants de cette ville. La ville, elle fait 600 000 habitants, je ne sais pas si vous saviez, Liège. On dit toujours Liège c'est 200 000 habitants, en fait non, Liège c'est 600 000 habitants. C'est la ville morphologique, la réalité urbaine de Liège, c'est 600 000 personnes. C'est une grande ville, Liège, on oublie parfois. Mais, et bien donc on arrive à cette idée d'action comme en fait action culturelle. L'action qui nous semble, et on y vient de plus en plus, la façon la plus effective d'orienter la production urbaine, c'est une action qui revient aux idées, qui revient aux représentations, qui revient parfois même, je dirais, à quelque chose qui est infra-représentationnel. Et là, je ne peux pas m'empêcher de citer Antonio Gramsci. Est-ce que vous connaissez Antonio Gramsci? Alors, Antonio Gramsci, c'est un communiste, c'est un philosophe italien, ça doit être le seul penseur communiste, à mon avis, qui garde une vraie actualité, qui mérite encore d'être lu aujourd'hui. Trotsky, c'est intéressant pour l'anecdote, mais Gramsci, c'est vraiment intéressant. Gramsci, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, il dit beaucoup de choses, mais il dit une chose fondamentale. Il dit la victoire politique est d'abord une victoire culturelle. Aucune victoire politique n'existe sans préalablement avoir gagné une victoire culturelle. Et quand on a gagné la victoire culturelle, et il y a un concept qui est l'hégémonie, alors l'hégémonie ça sonne peut-être bizarrement aujourd'hui, mais cette idée de Gramsci, c'est de dire que la façon dont les choses ont évolué, en fait, dépend des représentations qui sont largement partagées. On pourrait renvoyer aussi à la multitude chez Machiavel, par exemple. Machiavel parle du pouvoir et il s'intéresse à la façon dont le pouvoir interagit. Alors, il parle du prince, mais le prince, c'est l'État. Le prince chez Machiavel, c'est l'incarnation du pouvoir. Et quel est le pouvoir qui existe, qui se maintient, qui prospère et qui parvient à ses résultats chez Machiavel? C'est le pouvoir qui a l'assentiment de la multitude. C'est-à-dire le pouvoir qui est parvenu à faire partager cette présentation. Voilà, ça c'était pour la partie théorique. Pour dire, et donc concrètement, pour dire qu'Urbagora, en fait, au cours de ces presque 8 années d'existence maintenant, 8 années d'existence, on a été fondé à l'été 2007, comme premier collectif, a évolué de l'activisme vers l'action culturelle. Et la définition qu'on se donnait de l'action a profondément évolué. Donc aujourd'hui, on est dans une posture, je pense, beaucoup plus modeste qu'au début. On a pu être taxé, peut-être à raison, de donneurs de leçons. On arrivait en disant je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une position d'interpellation, dans une position de questionnement, où notre objectif, c'est plutôt de mettre sur la place publique des éléments qui vont faire en sorte que le débat public va s'orienter d'une façon différente. Je vais tout de suite prendre un exemple. Dans le sens. Non. Voilà. Ça, c'est un extrait du permis d'urbanisme, du permis unique du tram de Liège. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le centre de Liège, on va quasiment plus pouvoir y circuler en voiture. Donc, par exemple, le boulevard de la Sautinière va devenir un cul-de-sac. La place de la République française ne sera plus utilisable que par les gens qui sortent du parking qui est là, etc.
C'est une situation intéressante. C'est une situation qui à la fois représente un potentiel important, dans le sens où beaucoup de choses vont se passer et la permanence du monde va soudain être interrompue. En même temps, c'est une situation qui recèle aussi bien des dangers. Et un des dangers, notamment, c'est que la plupart des Liégeois ne sont pas au courant. Je ne sais pas si vous saviez que le boulevard de la Saunière allait devenir un cul-de-sac. Si, ouais, tout le monde. Voilà, je ne sais pas si vous circulez en voiture à Liège, mais le boulevard de la Saunière qui devient un cul-de-sac, ça change quand même beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, que la partie haute de la ville, Sainte-Marguerite, Saint-Walburge, et toute la partie centrale vont être quasiment coupées. Le passage par la place Saint-Lambert deviendra extrêmement difficile. C'est intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, on voit l'espace public devant l'opéra qui devient beaucoup plus généreux, beaucoup mieux en fait. Mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des retours probablement négatifs de flammes de la part d'utilisateurs qui soudain vont être confrontés à cette nouvelle donne. Alors évidemment, ici on parle un peu sous l'incertitude que représente Eurostat, puisque vous savez que le dossier du tram est un peu mal barré, mais on en parlera dans la question si vous voulez. C'est pas l'objet aujourd'hui de la discussion. Et donc, par rapport à ça, alors là je sors en primeur une conférence de presse qui a lieu chez Legui, donc c'est des images qui n'ont pas encore été vues. Par rapport à ça, l'approche d'Urbagora dans ce dossier va consister à dire, et si on faisait de cette fermeture du centre, qui est quasiment inéluctable, je vous passe les détails, mais la ligne 2 va en gros condamner le centre-ville, sans pour autant que ce soit quelque chose qui est vu comme un projet en soi, et qui est défendu comme tel, et qui est pensé comme tel, si on faisait un centre-ville qui est non traversable par les voitures. Il sera toujours traversable par les bus, par les trams, par les taxis, par toute une série par les vélos, bien sûr. Mais si on disait qu'on définit une zone dans le centre-ville qui n'est plus traversable par les voitures, et qu'on réfléchissait tout un scénario autour de ça. Et donc, ceci, j'utilise cet exemple parmi beaucoup d'autres pour illustrer un élément qui est peut-être singulier, ou en tout cas fort dans la méthode de travail qui est celle d'Urbagora, c'est l'idée de contre-projet. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est pas dire ça doit être comme ça. On n'est pas un bureau d'urbanisme, on ne veut pas l'être. On a des capacités de modélisation qui sont très limitées par rapport à celles des bureaux professionnels, etc. Notre objectif n'est pas d'arriver en disant c'est une revendication, ceci n'est pas une revendication, ceci est un objet qui peut susciter l'imagination. Ceci est un objet qui peut permettre d'organiser le débat public autrement que sur une option binaire. Ça, c'est quelque chose d'absolument décisif. Je ne sais pas si vous observez en matière d'urbanisme, quasiment tout le temps, le débat public s'organise sur un binôme. Il y a un projet qui arrive, et puis il y a deux postures possibles, soit on est pour, soit on est contre. Trouver une autre posture que pour ou contre, c'est super difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, les bureaux d'études, les pouvoirs publics en général ne sont pas trop désireux de mettre 3 options sur la table, alors ça serait souvent infiniment plus riche. C'est par exemple l'enjeu des concours d'architecture. Pourquoi revendiquons-nous des concours d'architecture en termes de méthode et des concours d'architecture publique avec exposition des projets, etc. C'est parce que ça sort de la binarité, ça triangule. Un concours d'architecture, ça triangule les options, et la triangulation, c'est riche. La triangulation, ça permet de penser autrement que sur un rapport binaire. L'autre rapport, évidemment, c'est un rapport d'opposition. Non, on ne veut pas ce projet, on se mobilise, on s'organise, etc. Mais c'est une posture très dure à tenir. Olivier qui est là, on sait quelque chose. On a un projet qui nous tombe sur la gueule, en l'occurrence la bretelle d'autoroute qui relie Vethème à la citadelle, qui ne reliera pas Vethème à la citadelle, parce qu'on va empêcher ce truc de se faire. C'est très difficile d'être dans une posture qui est à la fois fédératrice et qui est dans le refus. Et donc notre option, c'est d'essayer d'être en amont de ça. Et ceci s'inscrit dans la réflexion sur la place Coqueril. On est mobilisé dans le cadre de la place Coqueril, c'est une campagne dont on est assez content. Vous avez vu ce truc, voilà. Il y a tout un message de refus qui s'organise à travers cette plateforme, mais Urbagora n'a pas envie d'en rester à cette posture-là. Et donc, je dirais, notre démarche dans ce dossier, c'est de dire on fait un pas de côté, et on se dit, est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui est plus large, qui anticipe,
qui essaye de situer ce débat-là dans une option beaucoup plus vaste et qui pose des questions sur le devenir de la ville. Sachant aussi qu'on a un plan communal de mobilité qui arrive dans le pipeline, et que de nouveau, on n'a pas envie par rapport à ce plan communal de mobilité d'être juste dans le refus de propositions qui seraient faites. Et donc on préfère anticiper en disant, mettons sur la table quelques idées. Idée, il n'y a plus de voitures qui circulent là-bas, sauf dans des boucles qui permettent de desservir tous les parkings. Autrement dit, tous les parkings restent accessibles, les zones qui ne sont pas dans les boucles deviennent des espaces partagés. On n'est pas du tout des intégristes de la piétonisation, plein de raisons, parce que la piétonisation ça n'a pas que des avantages. Et donc les livreurs, les riverains, etc. continuent à pouvoir accéder à leur rue, mais le trafic qui n'a pas une autorisation particulière est cantonné aux espaces que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'il peut accéder au parking, on continue à pouvoir accéder à la ville, et en fait on va même pouvoir, si ce projet devait être réalisé, accéder beaucoup plus facilement à la ville qu'aujourd'hui, dans le sens où tout le trafic de transit disparaîtrait, et si vous regardez par exemple la place Saint-Lambert, en fait c'est quasiment que du trafic de transit qui passe par là. Donc en termes d'accessibilité, à mon avis, on gagne beaucoup de choses, mais évidemment il y a un problème. Comment est-ce qu'on passe de là à là, par exemple? Bon, c'est pas évident cette question. Et donc on met cette idée sur la table et on essaie de réfléchir. Alors, on fait des petits dessins, mais le petit dessin c'est toujours super efficace, ça aide à réfléchir. Ceci n'est pas un projet d'urbanisme, je répète. Ceci n'est pas un projet qui dit il faut tracer la pelouse comme ça. Ceci dit, et si on imaginait autre chose que des voitures? Et si on s'autorisait à imaginer cet espace comme quelque chose d'autre? Alors voilà, ceci c'est une représentation faite par une de nos stagiaires qui s'appelle Agathe et qui vient de terminer des études en paysage. Elle représente, je dirais, un standard de sa profession. Voilà, elle a un espace vide, elle habite rapidos, mais on peut imaginer plein de choses. Mais l'important, c'est de voir qu'effectivement, cet espace peut être pensé comme un espace d'interaction entre le fleuve et la ville. Ce qui est la souffrance majeure de Liège. Liège, ce quartier-ci en particulier, vous connaissez tous, hein, l'Unif, la Grande Poste, Liège étouffe d'avoir ce flot de bagnoles là, alors que la Meuse est juste devant. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer pour ça? Alors, on fait deux propositions, c'est pas du tout habituel. On propose deux infrastructures routières, c'est-à-dire on supprime effectivement des infrastructures existantes, mais on en propose deux nouvelles, c'est-à-dire un tunnel qui passerait sous les quais entre le rond-point de l'Évêché et le pont Maguin. Et ici, c'est un enjeu plus technique, un élément qui permet de soulager les ronds-points de Buranville qui sont chroniquement problématiques. Et donc, avec cette idée d'organiser un contournement du centre-ville. Alors évidemment, oui, on a un autre petit dessin. Ça, depuis que je suis à Liège, je me dis, mais comment c'est possible que cette esplanade qui est tellement emblématique et qui confronte deux des bâtiments, on a un des plus intéressants de cette ville, le plus ancien bâtiment civil de la ville, les Halles aux Viandes, rénové par Pierre Evelink, avec maintenant le grand office du tourisme qui va s'y installer. Enfin, s'il y a bien un bâtiment emblématique de la Renaissance civile à Liège, c'est celui-là. Et puis, ce beffroi moderniste, dont on commence à considérer qu'il est peut-être autre chose qu'un coup de poing dans le paysage. Petite parenthèse, la question du patrimoine moderne est tout à fait centrale pour Urbagora, et on est un peu dans un rôle de défense du patrimoine architectural des années 30, et surtout des années 50 et 60, qui est aujourd'hui extrêmement mal considéré et qui n'est pas très fort défendu par les associations patrimoniales, et dont il est franchement à craindre que dans 10, 15, 20 ans, on se rendra compte qu'on en a sacrifié énormément. Alors je dois... reste 5 minutes 3 minutes, bon. Et alors, c'est bon, je vais terminer là-dessus. Voilà, et alors évidemment, tout ça s'articule avec une réflexion sur le transport en commun, c'est-à-dire que le projet qu'on défend, l'idée de cette zone non traversable par le trafic de transit, elle est évidemment intimement liée à une vision d'ensemble du transport en commun, qui est aussi une des marques et peut-être même le dossier central sur lequel Urbagora s'est
s'est penché au cours des années écoulées. Donc ça, c'est une synthèse de ce qui nous semble faisable. Ça ne nous semble pas faisable demain. C'est un projet qui est, je dirais, à 10 ou 15 ans, mais c'est quelque chose qui est atteignable. C'est pour Montpellier, on fait, qui sont pourtant des villes de la taille de Liège. Et donc l'idée clé sur laquelle je terminerai, sur laquelle on insiste énormément, et là j'en reviens peut-être, parce que dans toute cette histoire d'action, on est toujours tiraillé entre bien des dimensions, et la dimension militante et revendicative, on a beau parfois un peu l'intérêt, elle ressort, quoi qu'on fasse. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on réclame, c'est l'interaction entre les différents modes de transport, c'est-à-dire d'arrêter de penser le tram, le bus, le train comme des enjeux séparés, mais de penser un réseau. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire à Liège, qu'on n'arrive pas à faire en Wallonie, notamment en raison de l'énorme difficulté qu'il y a à faire dialoguer la SRWT et la SNCB, problème de fond, mais voilà. Et donc, je termine en disant que ceci, ça va être sur la table ce midi. Ça sera sur Internet, on va inviter les gens à réagir. N'hésitez pas à participer à cette discussion. On organise un café urbain qui est notre rendez-vous mensuel le 1er septembre à l'Anvers pour en discuter. J'espère qu'on aura pas mal de monde qui viendra. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le débat ne s'enferme pas, ne s'enfonce pas dans un de ces cul-de-sac que sont les débats oui non, qui ne marchent pas sur des enjeux aussi généraux que réfléchir à la mobilité d'une ville. Et donc, cette proposition a peu de chances d'être réalisée dans l'immédiat, en tout cas, bon, qui se fait. Par contre, elle peut avoir une influence culturelle importante, c'est-à-dire que si cette proposition est discutée, reprise, partagée, qu'elle fait l'objet de controverses sur les réseaux sociaux, et bien la discussion va s'organiser aussi autour de ça. Et pas, le possible ne sera plus uniquement le parking de la place Coqueril ou le PCM plan-plan que la ville de Liège nous prépare, ça sera aussi ça. Et je pense qu'en faisant ça, on aide Liège à évoluer, à élargir les horizons, et donc peut-être qu'on touche à quelque chose comme l'action. Merci beaucoup.